Quand j'ai décroché le téléphone pour demander à mon fils Max quand aurait lieu son mariage, ma belle-fille Léna m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit avec un sourire glacial, « Oh, nous nous sommes déjà mariés hier, nous n'avons invité que des personnes spéciales. » Les mots m'ont frappé comme un seau d'eau glacée des gens spéciaux. Moi qui, pendant 3 ans, avaient payé leur loyer mensuel de $500, j'avais acheté tous les meubles de leur maison et rempli leur réfrigérateur alors qu'ils n'avaient rien à manger. Je n'étais pas une personne spéciale, je me tenais là, dans le salon de ma propre maison, tenant le téléphone comme s'il pesait 1000 livres, regardant mon fils éviter mon regard pendant que Léna s'installait confortablement sur le canapé. Je leur avais acheté la robe rose pâle que j'avais choisie pour son mariage, pendait inutilement dans mon placard avec les nouvelles chaussures et l'illusion de faire partie du jour le plus important de la vie de mon fils unique. J'avais dépensé $200 pour cette robe en pensant à quel point je serais belle sur les photos de mariage de Max, des photos dans lesquelles je n'apparaîtrais jamais. Pendant des semaines j'avais planifié chaque détail, j'avais mis de l'argent de côté pour leur donner $1000 en cadeau de mariage. J'avais appelé ma sœur Diana à Chicago pour lui annoncer la bonne nouvelle. J'avais nettoyé ma maison de fond en comble en pensant qu'il viendrait peut-être célébrer avec moi après la cérémonie. Tout cela s'est effondré en une seconde avec ces 4 mots empoisonnés: seulement les gens spéciaux. Max a finalement levé les yeux et a dit d'une voix qui semblait répéter, « Maman, c'était un moment intime, tout petit, juste nous deux et les témoins. » Mais je savais que c'était un mensonge. J'ai vu les photos sur les réseaux sociaux. J'ai vu les parents de Léna poser fièrement à côté des mariés. J'ai vu ses frères et sœurs trinquer au champagne. J'ai vu la robe blanche de Léna que j'avais aidé à financer avec les $800 que je lui avais donnés le mois dernier pour ses dépenses personnelles. J'ai vu tout ce que je n'étais pas censé voir. Une semaine plus tard, exactement 7 jours après cette humiliation, Léna m'a appelé d'une voix complètement différente. Elle n'était plus la femme sûre d'elle qui m'avait exclue de son mariage. Maintenant, elle semblait désespérée, presque suppliante. « Renate, le loyer est en retard. Le propriétaire nous met la pression et dit, si nous ne payons pas cette semaine, il nous mettra dehors. Vous avez oublié de faire le virement. » Sa voix tremblait légèrement comme si la fin du monde était proche. Je suis restée silencieuse pendant quelques secondes, me souvenant de toutes les fois où j'avais couru à la banque pour faire ce virement, de toutes les fois où j'avais annulé mes propres plans pour m'assurer qu'ils aient un toit au-dessus de leur tête, de toutes les fois où j'avais mangé des haricots et du riz pour pouvoir leur donner de l'argent pour leurs désirs, et maintenant, après m'avoir exclu du moment le plus important de leur vie, ils avaient l'audace de m'appeler comme si de rien n'était. « Léna », ai-je dit avec un calme qui m'a même surpris. « Ne t'ai-je pas prévenu que je n'aide que les personnes spéciales ?» Le silence à l'autre bout du fil était si profond que j'entendais mon propre cœur battre pour la première fois depuis des années. Ce n'était pas moi qui tremblais mais Sarinade. « Je ne comprends pas, balbutia-t-elle. « Nous avons toujours été spéciaux pour toi, tu es comme une seconde maman pour moi. » Des mensonges, tous les mensonges enveloppés dans cette douce voix qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose, la même voix qu'elle avait utilisée pour me demander de l'argent pour la robe de mariée, pour la lune de miel, pour les alliances que j'avais aidé à financer sans savoir. Je ne verrai jamais la cérémonie où elles ont été échangées pendant tant d'années. J'avais cette sensation constante de marcher sur des œufs pesants. Chaque mot, chaque geste, chaque cadeau, espérant obtenir une miette d'affection de mon propre fils. J'étais la mère parfaite, la belle-mère obligeante, la pourvoyeuse silencieuse qui n'a jamais protesté quand il me traitait comme si j'étais invisible. Mais cette phrase, seules les personnes spéciales, ont réveillé quelque chose en moi qui dormait depuis bien trop longtemps. J'avais calculé dans ma tête combien d'argent j'avais dépensé pour eux durant ces 3 années entre le loyer, la nourriture, les cadeaux, les urgences et les caprices. C'était plus de $20 000 que j'avais pris sur ma retraite, sur mes économies, sur l'argent que mon défunt mari m'avait laissé pour pouvoir vivre mes dernières années en paix. Et à quoi bon être traitée comme une étrangère le jour du mariage de mon propre fils? Cette nuit-là, après avoir raccroché, je me suis assise sur mon lit et j'ai pleuré, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de colère, de frustration accumulée, d'années d'humiliation endurées en silence. J'ai pleuré pour toutes les fois où ils m'ont fait sentir que mon amour était un fardeau, ma présence un obstacle, mon argent la seule chose que j'avais à offrir. J'ai pleuré pour la mère idiote que j'avais été, pour la femme qui s'était perdue en essayant d'être indispensable à ceux qui la considéraient comme dispensable. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, quelque chose en moi avait changé. Ce n'était pas seulement la douleur de la trahison, c'était quelque chose de plus profond, de plus froid. Je me suis levée et me suis regardée dans le miroir de la salle de bain, les mêmes yeux fatigués que toujours, les mêmes rides qui racontaient des années d'amour donné sans rien recevoir en retour.
Mais il y avait autre chose dans mon regard, une dureté que je ne reconnaissais pas, une détermination qui avait été enfouie sous des années de conformité. Je suis allée à la cuisine et j'ai fait du café comme je le faisais tous les matins. Pendant 40 ans, mais cette fois, je n'ai pas pensé à appeler Max pour lui demander comment il avait dormi. Je n'ai pas vérifié mon téléphone en prévision d'un message de sa part s'excusant pour l'humiliation de la veille. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais ma première préoccupation de la journée. Je me suis assis à la table où je leur avais si souvent prévu des surprises. J'ai compté les factures pour leurs dépenses et pleuré en silence quand ils m'ont traité avec indifférence. Maintenant, cette table allait être témoin de quelque chose de complètement différent. J'ai sorti mon chéquier, mes relevés bancaires et j'ai commencé à faire le calcul. Je voulais voir en chiffres exacts l'étendue de ma propre bêtise. Le loyer mensuel de $500 multiplié par 36 mois était de $18 000. La nourriture et les fournitures, environ $200 par mois, représentaient $7 200 de plus. Les cadeaux d'anniversaire, les cadeaux de Noël, les cadeaux d'anniversaire, au moins $3000. Les urgences médicales de Lena, $800. Le prêt automobile qu'ils ne m'ont jamais remboursé, $2500. La réparation du climatiseur dans leur appartement, $600. Les meubles du salon. $1200, $33 400, c'était la somme exacte de ma générosité, $33 400 que j'avais gaspillé de l'héritage de mon mari de ma retraite, les économies que j'avais mises de côté centime par centime pendant des décennies de travail honnête, tout cet argent jeté par les fenêtres pour garder deux adultes à l'aise qui ne pouvaient même pas faire semblant de me respecter. Le téléphone a sonné et j'ai vu le nom de Max sur l'écran. Normalement mon cœur aurait battu fort alors que je courais pour répondre en espérant qu'il finirait par s'excuser et expliquer que tout n'était qu'un malentendu, mais cette fois je l'ai laissé sonner une fois, deux fois, trois fois. Finalement il s'est tu et j'ai continué à boire mon café comme si de rien n'était. 10 minutes plus tard il a sonné à nouveau, cette fois c'était Lena, je l'ai laissé sonner aussi puis un SMS est arrivé de Max: maman s'il te plaît réponds, on doit parler. J'ai supprimé le message sans répondre. À 14h j'ai décidé d'aller me promener, je n'avais pas fait ça depuis des mois, sans but précis, sans une course liée à eux. C'était toujours la banque pour les virements, le supermarché pour leur acheter quelque chose, ils avaient besoin, la pharmacie pour les médicaments de Lena. Aujourd'hui, je suis allée me promener juste parce que je le voulais. Je suis passée devant le parc où j'emmenais souvent Max quand j'étais enfant. Je me suis souvenu de ce gentil garçon qui m'a serré fort dans ses bras et m'a dit que j'étais la meilleure maman du monde. Quand était-il devenu cet homme qui me traitait comme un distributeur automatique de sentiments? Quand ai-je commencé à confondre l'amour avec l'argent? Quand ai-je commencé à croire que je devais acheter l'affection de mon propre fils à la banque où j'avais si souvent fait des virements automatiques? Je me suis arrêtée devant la porte. Le directeur de l'agence, M. Klein, m'a vu à travers la vitre et m'a fait signe. Je le connaissais depuis des années. Il avait traité chacun de mes virements vers Max et Lena. Il avait vu mon compte se vider mois après mois pour remplir le leur. Je suis entrée et je suis allée directement à son bureau, M. Klein. Je lui ai dit que je devais annuler les virements automatiques que j'avais programmés. Il m'a regardée surprise pendant 3 ans. Ces virements avaient été aussi réguliers que le lever du soleil. Êtes-vous sûr que Madame Richter s'est-il passé quelque chose? Son inquiétude était sincère, plus sincère que tout l'intérêt que Max avait porté à moi ces derniers mois. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai finalement ouvert les yeux. J'ai répondu que je voulais tout annuler et que je voulais aussi des informations sur la façon de me protéger. Mes comptes. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre ait accès à mon argent pendant que M. Klein traitait les annulations. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Max, Lena. Max encore. C'était comme s'ils avaient développé un radar pour détecter quand leur source de revenus était en danger. J'ai complètement éteint le téléphone. Madame Richter, a dit M. Klein en me tendant les papiers. Je m'excuse pour cette intrusion, mais pendant toutes ces années, je vous ai vu être très généreuse avec votre famille. J'espère que vous n'êtes pas pressée de faire ces changements. Ces mots m'ont profondément touchée. Cet homme qui me connaissait à peine au-delà des transactions bancaires s'est montré plus sincèrement préoccupé par mon bien-être que mon propre fils. Je ne subis aucune pression, Monsieur Klein. Au contraire. J'ai enfin arrêté de me mettre la pression en quittant la banque. Je me sentais étrangement légère, comme si j'avais laissé un énorme fardeau dans ce bureau pour la première fois depuis des années.
Mon argent m'appartenait entièrement. Je n'avais aucune obligation financière envers des personnes qui me voyaient comme une ressource plutôt qu'une personne. Je suis rentrée chez moi et j'ai repensé à tout ce que je n'avais pas fait pour faire plaisir à Max et Lena, au voyage que je n'avais pas fait pour économiser. Les amis que je ne voyais plus parce que j'étais toujours disponible pour leurs urgences, les passe-temps que j'avais abandonnés parce que chaque dollar que je dépensais pour moi-même était un dollar de moins pour leurs besoins. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé 3 voitures garées devant ma porte, celle de Max, celle de Lena et une que je ne reconnaissais pas. Je pouvais voir du mouvement à l'intérieur de ma maison à travers les fenêtres. Mon sang s'est glacé. Ils avaient des clés. Je leur avais donné des clés parce que je leur faisais confiance, parce que je pensais qu'ils